podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, transfert avec Sarah Koskiewicz. Sarah Koskiewicz, bonjour. Salut, bonjour Claire. Tu es donc journaliste, tu es à la direction et à la production éditoriale de Transfert. En préparant cette interview, je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire de présenter Transfert. C'est quand même un mastodonte des podcasts français. Donc Transfert, pour rappel, c'est le 5e podcast le plus écouté en France. C'est un podcast qui a été lancé en 2016. Et donc, il y a une dizaine d'années maintenant, qui cumule près de 500 épisodes avec plus d'1 million d'écoutes, 1,2 million d'écoutes par mois. Et le concept de Transfert, c'est que à chaque épisode, une personne raconte une tranche de vie, un moment particulièrement marquant, qui peut être insolite, qui peut être drôle, qui peut être triste. En tout cas, voilà, quelque chose qui a marqué sa vie. Pour commencer cette interview, j'avais envie qu'on revienne un petit peu à la genèse de ce podcast. Donc toi, tu es arrivée en 2020 sur Transfert, donc 4 ans après la création du podcast. Est-ce que tu peux quand même retracer un peu pour nous les débuts de ce podcast? Il me semble que c'est Charlotte Pudlowski qui a eu cette idée originale. Comment est-ce que le Oui, podcast, il est né? Charlotte et Mélissa, qui après ont créé Louis Média, étaient employées chez Slate.fr, donc le média qui produit Transfert. Et je te raconte ce que moi, on m'a raconté. Hein. Et donc, on crée Transfert. À l'époque, donc en 2016, c'est vrai que c'était hyper pionnier et t'as dit mastodonte. Moi, des fois, je dis plutôt dinosaure du podcast. En tout cas, elles ont proposé Transfert à la direction de Slate.fr et Slate.fr a produit Transfert. Moi, de la manière dont je le vois, c'était un peu, tu sais, on propose des trucs, mais on sait pas ce que ça va être le podcast en France. On sait même pas si ça va prendre, puisque en réalité, c'était tellement nouveau que jamais, j'imagine que ni Mélissa, ni Charlotte, ni la direction de Slate auraient pu s'imaginer que le podcast aurait cette trajectoire après en France. Et puis, à l'époque, c'est un quinzomadaire, donc c'est 2 fois par mois, 2 jeudis par mois. Et moi, je vois ça de l'extérieur puisque je suis auditrice et je suis même pas en France. Donc, en plus, moi, je le découvre 1 an en décalé. Et puis, ça prend. Évidemment, il y a des épisodes qui sont d'ores et déjà des classiques dès les premières saisons. Et donc, après Charlotte et Mélissa vont créer Louis Média. Donc, c'est un Transfert devient un podcast réalisé par Louis, mais produit par Slate. Donc là, on rentre un peu Ok. dans les détails. Et puis moi, j'en sais pas beaucoup plus. Donc, en tout cas, voilà ce que je peux te dire. Et quand moi, j'arrive sur Transfert, Transfert a été repris à 100% par Slate et cherche quelqu'un Alors, la production éditoriale, ça veut rien dire. C'est un titre que je me suis créé toute seule parce que je savais pas trop où me situer. J'arrive en milieu fin de saison 4, la première semaine, même le premier jour pour être honnête, le premier jour du premier confinement. Quid des prochains épisodes? Et moi, j'ai pas de journaliste, j'intègre une équipe qui existe. Hein. Il y avait déjà des podcasts, bien sûr, chez chez Slate.fr, mais chez Slate Podcast. Et j'intègre une équipe et on me dit, on n'a pas d'épisode d'avance. Alors ça, depuis, ça a bien changé parce que moi, sous ma supervision, il n'y a pas de on fait les choses à la gorge. Et on n'a pas de journaliste, on n'a pas de témoin. Donc c'est ça le contexte, en tout cas moi de mon arrivée en mars 2020 sur Transfert. Et puis moi, je viens pas du podcast, j'en ai écrit pour des boîtes de prod, donc en tant qu'autrice, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de production, ça fait longtemps que j'ai pas eu une programmation sous les yeux, quoi. Et tout de suite, je comprends la pression. En revanche, que Transfert, ça fait 4 ans que c'est installé et qu'il y a déjà une attente énorme. Les chiffres étaient pas à l'époque ce qu'ils sont aujourd'hui, mais c'est déjà Transfert. Et on connaît, tout le monde connaît. Donc j'ai pris mon poste avec une pression énorme. Je sais pas si on en reparlera, mais moi, en tout cas, ça m'a hantée pendant un petit moment, quoi. Au Ouais, moins les ben, premières années. ouais, on peut en parler maintenant. Justement, comment ça se passe? Comment tu te dépatouilles avec ces enjeux qui sont quand même énormes et c'est arrivé dans un contexte national et mondial très particulier? Je Déjà, la première chose, c'est que je sais que tout le monde sait évidemment, Transfert avant mon arrivée était extrêmement incarné par Charlotte et le travail qui avait été fait auparavant était vraiment, colossal et j'avais très, très peur de me foirer, moi personnellement, donc pendant très longtemps, j'ai pas dit mon nom, ni dans les crédits, ni, j'ai pas fait d'événements, j'ai pas je suis restée à travailler dans mon coin et à travailler dur, je l'espère, parce que
on peut pas arriver de nulle part, être quelqu'un dont personne n'a jamais entendu parler. Moi, en fait, je venais pas du podcast, j'étais dans dans d'autres médias et planter transfert, en fait, c'est pas possible. Donc pendant très longtemps, je parle de moi, mais j'étais accompagnée d'une équipe de Benjamin Septemours et de Christophe Caron à l'époque. Et je me dis, si je me plante, personne va oublier mon nom dans ce milieu et ma carrière, elle est forte. Et j'étais déjà, à l'époque, je pense que j'avais 37 ans, un truc comme ça. Donc j'avais déjà 20 ans de journalisme derrière moi, pas 20 ans, mais 15 ans. Pour moi, en tout cas, la pression, elle était folle. Donc j'aime autant te dire qu'en plus, en plein confinement, je bossais tous les soirs jusqu'à minuit. J'étais à fond dessus. Et comment on fait pour reprendre un podcast légendaire en plein confinement? Eh ben, déjà, on se détend. Première On étape. avait, ouais. Alors, on a fait faut remettre un tout petit peu dans le contexte. Alors maintenant, on est en 2026, mais même en 2020, on n'avait pas des outils comme ceux qu'on a maintenant sur lesquels on parle. Si on veut faire de l'audio propre, il y a pas d'outils en fait. Il y a 5-6 ans. Donc, on a fait ce que j'ai décidé de faire, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est mon premier jour de travail. Le confinement a commencé le 16 mars. Moi, je prends mon poste le 20 mars. Ouais, donc vraiment immédiatement après, Donc, quoi. ouais, il faut trouver des idées. Et donc, on a décidé donc à l'époque, c'est une fois tous les 15 jours, que les 2 prochains épisodes, on s'interviewerait dans l'équipe si on avait une histoire qui rentrait dans la ligne édito de transfert. Donc, il se trouve que heureusement, qu'il arrive des trucs à des gens. Ça, on l'a fait pour 2 épisodes. Et puis après, on a fait des rediffs. Alors, pareil, transfert, déjà à l'époque, il y a des grands classiques. Donc, il y a de quoi rediffuser. Ce qui est très bien parce que ça m'a permis d'instaurer une période de rediff tous les mois de mai, maintenant tous les ans, ce qui me permet moi un peu de souffler. Et puis après, je sais plus concernant les témoignants, je sais plus, mais ça devait nous rendre à quelque chose genre mai-juin. En tout cas, en journaliste, moi, j'ai pas d'équipe, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de constituer une équipe. Je connais pas, je viens pas du podcast, donc toutes les grandes journalistes ou les grands journalistes qui ont fait transfert les 4 premières années, je ne les connais pas, j'ai jamais entendu parler d'eux et inversement. Donc je décide, comme évidemment je suis journaliste de formation, de aussi faire travailler des journalistes, enfin surtout faire travailler des journalistes que je connais, qui eux non plus ne font pas de podcast, mais ont fait de la radio, ou en tout cas ont fait de l'audio d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que j'ai monté la toute première, en fait, enfin je vais pas dire avec mes potes parce que mais avec des gens que connaissaient aussi Benjamin et Christophe, avec des gens que moi je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé, donc j'avais confiance en leur travail. Et puis il faut dire la vérité, maintenant je peux le dire au bout de 6 ans, il y a plein de trucs que j'ai fait un peu à vue ou pas au pif, au hasard, mais à l'instinct, quoi. Bon, a Ça a priori, ça a marché, donc marché. ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est pour te dire à quel point j'arrive dans un truc, mais je sais ce qu'est transfert, puisque moi je suis éditrice, tu vois. Ouais. Euh, et je veux pas me planter, mais à la fois j'ai rien, je me rappelle que le premier enregistrement post déconfinement, t'as l'impression d'être dans une cellule stérile, tu sais, dans un hôpital. Enfin, c'était n'importe quoi. Moi, j'aimais bien être au début, surtout être en studio avec les journalistes. À la fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû inventer complètement une nouvelle technique de travail qui est toujours la nôtre aujourd'hui, mais il n'y a pas eu de passation, par exemple. Et même s'il y avait une passation, de toute façon, je n'aurais pas pu la mettre en place puisque on était confinés. Ouais, il y a un Mais contexte bon, vraiment pas simple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette fameuse, ligne éditoriale qui est, assez mystérieuse quand même, ouais, mais pour moi aussi. La ligne édito alors une fois encore, je parle des 6 dernières années évidemment, puisque il y a eu on s'est un peu réinventé. Alors, la ligne éditoriale de transfert, moi, je dis toujours que c'est les histoires extraordinaires des gens ordinaires. Évidemment qu'avec mon passé de journaliste, donc plusieurs années, j'ai toujours eu moi une appétence pour les sujets de société, étendre le micro ou le stylo ou la caméra. Je crois que c'est très ancré dans l'imaginaire collectif que transfert, c'est que des femmes blanches de Paris 11e de 35 ans, CSP+, c'est pas du tout le cas. Moi, on essaye vraiment d'aller à l'inverse. La ligne édito de transfert, c'est une histoire qui a du sens. Donc, ça veut dire que c'est une histoire, par exemple, on fait pas de portrait, tu vois. OK. Où on fait pas de témoignage sur un sujet. Il faut que c'est une histoire qui s'ancre dans la vie de quelqu'un, que ça soit pas forcément un turning point, donc pas un point de bascule, mais si ça l'est, ça me dérange pas. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est détricoter, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé avant tout ce qui s'est passé avant pour arriver à ce moment-là du point de bascule et évidemment ce qui s'est passé après. Ça, c'est une première chose, c'est une histoire qui a du sens, une histoire où on s'identifie. Je pense qu'à un moment donné, c'est tout le temps la question qu'on me pose, c'est pourquoi transfert ça marche autant? Parce que je pense que c'est universel. Évidemment, moi, je choisis avec Benjamin des histoires qui me parlent, mais pas que, en fait. Il n'y a pas que moi, ou il n'y a pas que Benjamin, ou là où moi, je suis vraiment la cible qu'on croit que je suis, c'est-à-dire une femme blanche, CSP+, qui vit dans Paris, entre 30 et 45 ans, quoi. Donc, il faut qu'il y ait un truc
d'identification. Et c'est ça, en fait, le secret de transfert, je pense, c'est que tu peux prendre bon, là, on a 500 épisodes, mais même si quand on en avait 145, il y a forcément sur les 145 épisodes un truc qui résonne en toi. Ouais. Et parfois plusieurs. Tu vois, tu vas avoir une histoire sur la parentalité, ça va résonner avec l'histoire de tes parents. Et puis un autre épisode sur, je dis n'importe quoi, les troubles du comportement alimentaire. Et peut-être que toi, de 16 à 18 ans, tu as eu des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est ça, la ligne éditoriale, c'est toujours partir de l'intime pour rendre l'intime universel. Et puis, parfois, on se fait des petits plaisirs aussi. On fait des épisodes qu'on a envie de faire. On se dit, ah, aujourd'hui, moi, après à presque 500 épisodes, sur 500, j'en ai produit 499. Non, pas 499, j'en ai produit 399, pardon, je suis arrivée à peu près à l'épisode 100. C'est dur de venir me chercher, évidemment. Mais il y a quand même des histoires encore qui m'animent quand je les lis, quand on me les propose, où je me dis, ah, c'est tellement bien ça là. Où il se passe un truc. Donc, c'est difficile d'expliquer une idée éditoriale, une fois encore, maintenant qu'on en parle, et c'est vrai que j'en ai pas souvent parlé. Cette ligne éditoriale, on me l'a foutue entre les pattes sans mode d'emploi. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie d'entendre? Parce qu'après tout, je pense que le secret d'être une bonne prod, c'est d'être aussi auditrice. Et qu'est-ce que, moi, en tant qu'auditrice, est-ce que je m'amuse? Est-ce que ça me parlerait? Alors, ça veut pas dire que j'ai le temps de réécouter les 500 épisodes, mais ça m'arrive, par exemple, de réécouter Transfert, ici et là, des épisodes. Donc, je sais pas, il y a pas de secret d'alcôve. C'est beaucoup d'instinct journalistique en un sens. Et puis, quand j'ai pris le poste, et maintenant c'est encore différent, mais on était 3 à décider des sujets. Donc, moi, ce qui va me toucher, ça va pas être la même chose qui touche Benjamin, et inversement. Ou des fois, là, par exemple, il y a 2 jours, on a accepté un sujet qu'une journaliste nous a proposé. Moi, ça me parlait pas du tout, et il m'a dit si, enfin, parce qu'on vient pas, parce que c'est un homme, parce qu'on n'est pas dans la même région, parce qu'on n'a pas le même âge. Et il a réussi à me convaincre, bon, j'étais pas très dur à convaincre, mais que ça serait une bonne histoire pour nous, mais aussi pour les auditeurs, évidemment. Ces histoires, vous les recevez, donc des journalistes avec lesquels vous travaillez, mais aussi vous faites, des appels à témoignages. En tout cas, peut-être les gens, en fait, savent qu'ils peuvent proposer leur histoire Ah oui. et donc chaque semaine, tu reçois une quantité assez importante, de mails, c'est ça? C'est ça. Alors, avec des périodes plus denses que d'autres, mais effectivement, en fait, presque majoritairement, c'est des candidatures spontanées, si je puis dire. Alors, il y a ouais, je te dirais peut-être en proportion 70% de personnes qui m'écrivent spontanément pour 30% de journalistes. Évidemment, quand nous, on traite les mails, j'essaie en priorité de répondre à journalistes par respect pour la profession, et aussi le travail de pigiste qui a été le mien pendant des années. Je sais à quel point c'est dur de vendre un sujet. Ouais, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent assez mystérieusement, encore pour moi, je dois l'avouer. Quand on passe un épisode, je vais te dire n'importe quoi, on passe un épisode sur, je sais pas, la phobie scolaire. Souvent dans la foulée, je vais recevoir 3, 4, 5, 6, 7 mails sur la phobie scolaire. Un truc hyper genre, ah, j'ai écouté l'épisode de, je sais pas, j'invente, de Leslie, mon histoire résonne. C'est pas très stratégique parce que je viens d'en faire une, j'en ferai pas une avant 7 mois. Alors aujourd'hui, on parlait de la périodicité. Aujourd'hui, Transfert, c'est un épisode gratuit par semaine tous les jeudis, plus un épisode dans l'offre payante tous les 3 lundis sur 4. Alors même si j'ai beaucoup plus de créneaux, hein, et donc on pourrait se dire, si on parle de manière très business, j'ai plus d'histoires à trouver parce que je dois plus caler de créneaux. En fait, un des trucs qu'on essaye quand même de faire, et alors des fois je me trompe aussi, par exemple en septembre, j'ai pas réussi à bien faire ce que je vais dire qu'il faut faire, c'est d'être très divers sur le mois, dans les histoires, en estimant qu'un vrai fan hardcore de Transfert, un auditeur ou une auditrice qui adore Transfert, a l'offre payante, c'est-à-dire qu'il a 7 épisodes, et sur les 7 épisodes, il faut pas qu'il écoute 7 fois la même chose par mois. Donc C'est ça un devient un sacré défi peu. quand même, ouais. Alors moi, je dis souvent, si tu viens dans mon bureau, tu pourrais me voir assez régulièrement devant un écran, un grand tableau Excel en 4 par 3 quasiment, à juste le regarder. Et moi, dans ma tête, je me dis que les gens se disent, c'est ça sa journée de travail? Et en fait, c'est un peu du Tetris mental en permanence. Alors là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais il y a eu un moment où c'était un rush, je peux changer la programmation jusqu'à 3 fois par jour. Ah ouais, OK, c'est énorme. Ouais, mais oui, il y a des gens des fois qui passent, et je me dis, ils doivent se dire, mais c'est ça son taf, la meuf? Genre vraiment, je regarde ma programmation et j'attends que un truc me saute au visage, et ça arrive. Donc ça tombe bien, c'est peut-être une bonne astuce,
Mais voilà, ouais, c'est un grand Tetris. Mais c'est ça aussi la ligne édito, c'est se dire, ok, j'ai cet amas de sujets qu'on va traiter, on sait qu'on va les diffuser. Comment je fais pour que la personne qui a 7 épisodes par mois n'ait pas l'impression d'écouter le même. Mais c'est énorme, 7 épisodes par mois de 45 minutes. C'est pas seulement masse de travail, c'est pas ça dont je parle. C'est évidemment masse de travail, c'est énorme, mais 7 fois 45 ou 7 fois 60 ou 7 fois 30, peu importe, c'est beaucoup même pour les auditeurs à recevoir. On nous dit hyper souvent, ah, vous pouvez pas faire plus d'épisodes. Alors déjà, non, on peut pas parce que physiquement, c'est pas possible. Mais à un moment donné, on les invente pas ces histoires. Donc, faut aussi les trouver. Et bon, alors effectivement, pour revenir à ta question, il y a effectivement les journalistes qui nous en proposent. Mais en tout cas, on va pas faire plus d'épisodes pour que tout le monde ait la parole. Et je dis pas ça de manière péjorative. C'est juste que quand on a diffusé un truc sur un sujet, on va pas le refaire la semaine prochaine, on va même pas le refaire le mois prochain, on va même pas le refaire dans les 6 mois. Ouais. Sauf à ce que l'angle éditorial journalistique soit drastiquement différent. Qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne histoire? Par exemple, parfois il y a des histoires d'amour sur transfert, des histoires de rencontres. J'ai écouté, Beauté volée, je Ah l'ai ouais. Ah. réécoutée et bon, elle est particulière, hein, mais qu'est-ce qui, fait la différence entre, bah, une histoire d'amour comme on peut tous en vivre et en fait une histoire d'amour qui, elle, peut être sur transfert? Ou bien est-ce que toutes les histoires finalement peuvent être sur transfert? Alors, moi, je vais donner mes critères à moi. Une fois encore, j'alterne la casquette productrice, auditrice. Moi, ce que j'aime, spécifiquement, particulièrement, on n'arrive pas à le faire à tous les épisodes, c'est ce que moi j'appelle les histoires en oignon. C'est-à-dire qu'on commence l'épisode, on croit qu'on va raconter quelque chose, et il y a plusieurs couches à l'histoire, et en fait, on va dans une autre direction complètement. Moi, c'est ce que je préfère, c'est en haut de ma liste. Maintenant, qu'est-ce qu'une bonne histoire? C'est une histoire qui a un début, un milieu, une fin qui a, je suis désolée de le dire aux auditeurs comme ça, qui a un peu les codes du scénario pratiquement, avec des cliffhangers, des moments de suspense, des moments où je me dis, ah, ils vont rester ensemble ou pas. Et ça arrive très souvent. Beauté volée, c'est une histoire, alors, pour moi qui est déjà un grand classique transfert, c'est une très belle histoire. On pourrait se dire c'est un peu chiant parce que finalement il se passe pas tant, mais c'est pas les péripéties qui font que, enfin si quand même, mais c'est un peu fou. Tout est un peu fou. C'est presque incroyable. Et nous on fait un travail de vérif, évidemment journalistique. Et je pense que c'est la témoignante qui nous l'a proposé d'elle-même, si mes souvenirs sont bons. Et je me disais bon, t'es une mytho quoi. Mais si moi je réagis comme ça en lisant un mail, c'est déjà une très bonne, tu vois, c'est un bon indicateur. Entre 4 histoires d'amour, qu'est-ce qui va me faire choisir l'une plus que l'autre? Ouais, c'est plutôt les rebondissements, les cliffhangers, le fait que ça m'amène pas du tout. Même à la lecture, je peux te dire déjà, tu vois, que ça m'amène pas du tout, du tout. Je crois que ça va m'amener, ou s'il y a un truc un peu, pas un effet waouh, parce que je veux pas que les gens pensent qu'il faut absolument avoir vécu un truc de ouf pour pouvoir m'écrire, ou ça va chercher quelque chose, comme je te disais, un truc de l'identification, mais qui va aller chercher quelque chose chez moi, un sentiment que j'ai pas l'habitude de ressentir. Après, toutes les histoires sont valides. Je veux pas qu'on pense que certaines histoires sont mieux que d'autres. C'est juste. Et puis, ça, les auditeurs peuvent pas le savoir, mais c'est ce que je te disais juste avant. Ça dépend ce qu'on a diffusé avant et après. Si moi j'ai déjà fait, on est en septembre ouais, si on est en septembre et que j'ai diffusé dans les derniers mois 3 histoires d'amour et que je sais que j'en ai, parce que j'ai une programmation très très avancée, je sais que je vais en diffuser 2 autres. C'est le facteur chance. J'ai reçu ce mail au mauvais moment. Je viens de me farcir, moi, déjà, produire plusieurs histoires. Mais dans ce que je produis, il faut imaginer que on produit 7 épisodes, on reçoit 70 mails par mois. Ou 80 mails par mois. Ou 90 mails. Enfin bon, c'est colossal, quoi. Et puis là, par exemple, pas plus tard qu'hier, il y avait une histoire qui me plaisait beaucoup. C'était pas du tout le moment. J'ai un petit tableau, évidemment. On aura compris que c'est ça ma marotte. Et elle nous a écrit, on lui a répondu hier et j'ai regardé par curiosité. Elle nous a écrit le 2 avril 2025. Mais il y a un endroit où c'est noté qu'à un moment on va la tourner. Alors je sais pas comment elle va le prendre, hein, mais OK. parce que même Parfois, il faut être patient, j'essaye. quoi. Ouais, et puis il faut comprendre qu'on n'est pas une énorme équipe. En tout cas, à l'éditorial, en tout cas, sur ce tableau-là, là, qui s'appelle le tableau conf de rédac, je suis toute seule, tu vois. Oui, Donc, donc bon. nous, on traite une quinzaine d'histoires par semaine avec Benjamin, qui donc co-dirige avec moi et qui s'occupe aussi de la direction artistique avec les compositeurs, etc. Mais on n'est que deux à ce niveau-là. Après, moi, les rapports, enfin les liens journalistes, c'est moi je suis toute seule à le faire, mais
on essaye de traiter en temps réel, mais je rassure tout le monde, il y a des années où j'avais des 200 mails de retard. Donc, je suis assez contente de n'en avoir que 10 de retard. C'est un grand, c'est une grande C'est évolution pour moi. c'est une progression. Tu le disais, Transfert, c'est l'histoire extraordinaire des gens ordinaires et puis il y a aussi parfois quand même des gens extraordinaires qui passent. Je pense à François Hollande qui est venu notamment Évidemment, raconter, cette journée, des attentats le de 5 de janvier. Charlie Hebdo. Ouais. Ouais. Comment est-ce qu'elle s'est fait cette interview? Est-ce que, il y en a d'autres qui sont prévues un peu de cet acabit-là avec des personnes très célèbres? Bon, évidemment pas sur le même thème et heureusement, mais voilà. Ouais. Alors, nous, notre règle d'or, c'est que on traite tout le monde de la même manière. Alors, effectivement, tu vas me dire, tu te fous de ma gueule, le président Hollande, on le traite de la même manière que les autres. Et moi, alors, je vais te raconter la genèse de cet épisode et après, je vais te raconter comment on a voulu qu'il soit perçu par l'auditorat. On arrive effectivement proche des anniversaires de Charlie. Nous, on fait pas de show, comme on dit dans le journalisme, c'est-à-dire qu'on colle pas là-dessus. Moi, je reçois beaucoup de mails de PR qui me disent oui, à l'approche du 31 mars, la journée de la visibilité trans, machin, ou à l'approche du 8 mars. Bon, moi, c'est déjà moi mars, je suis dessus enfin, j'ai fini depuis novembre, tu vois, donc c'est pas possible. Et puis, je pense que c'est pas mon rôle. Nous, on raconte des histoires. Je dis souvent quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis souvent que je raconte, et que j'écoute, que je raconte des histoires. Moi, je suis une raconteuse d'histoire. Donc, mon histoire, si je veux te la raconter un 12 septembre ou un 14 mars, je te la raconte. Bon, il se trouve que l'emploi du temps des présidents sont pas tout à fait comme le mien, donc il faut quand même un petit peu caler. Bon, c'est vrai qu'on avait envie de faire ça, mais alors je te dis ça, mais tu vois, cette année aussi, on a rediffusé au moment des attentats du Bataclan le témoignage de David qui était venu témoigner chez nous. Donc, il y a quand même des dates qui sont importantes. Ou le jour de la mémoire des victimes de la Shoah, on a diffusé un épisode d'un fils de Sonderkommando. Bon, là, on prend cette décision, sauf que François, on a un bon carnet d'adresses, tu penses bien, on est plusieurs journées chez Slate. Il se trouve que ça se fait pas, on sait pas trop pourquoi, on n'arrive pas trop, on nous ghoste un peu sur les demandes d'interview, alors qu'on sait qu'il est quand même assez friand de ce genre d'exercice. Et en fait, donc nous, on diffuse le jeudi, tous les jeudis. Donc comme je te disais, moi, mes épisodes, ils sont calés 4 mois à l'avance. C'est-à-dire que là, on est en avril. J'ai déjà des épisodes pour septembre. J'ai pas tout septembre, mais j'en ai déjà qui sont prêts. À peu près cet été, c'est calé. En tout cas, jusqu'à fin juin, c'est réglé, quoi. Et on nous dit, bah, y a pas de problème, vous l'interviewez le lundi. Mais le lundi d'avant, genre 4 jours avant. Moi, je peux crever. Voilà, je te le dis. Je peux partir en thérapie immédiatement. Donc, Ah, ce stress. euh, c'est pas du tout mon truc de travailler dans le stress. Donc, chez nous, comment ça se passe? Je te le fais très brièvement parce que c'est assez long. En gros, il y a un travail de préparation de l'interview. On interview, on clean le son, on monte, on fait des allers-retours avec la post-prod, on met de la musique. Et voilà, je te le fais de manière très, très courte, mais ça prend 8 semaines, ça, par épisode, normalement. Là, j'ai 4 jours. Donc, on décide. Benjamin se met en contact avec les compositeurs avec qui on travaille. Donc, nous, on compose, on n'a que des compos originales, donc c'est sur l'histoire, la tessiture de la voix. Bon, il y a quand même, on met les compositeurs sur le coup en disant de toute façon, le jour où on fait l'interview, il faut que la compo, elle soit prête. Donc, on la prend ça, on fait l'interview le lundi, je pense qu'on la prend 6-8 jours avant, un truc comme ça. Christophe Carbon, qui à l'époque était directeur des rédactions de Slate et qui travaillait sur Transfert et qui, il faut dire la vérité, est beaucoup plus calé en politique que moi puisqu'il animait également une émission politique, se met sur l'interview et me la soumet. Enfin, il me la soumet pas pour corriger, mais justement pour voir si moi qui m'y connais pas du tout, et puis je vivais pas en France, moi à l'époque de Charlie, donc j'ai complètement un autre prisme sur cette actualité, quoi. Et puis je voulais pas que ça soit du jargon trop politique, c'est pas ça ce qu'on cherche dans Transfert, on veut de l'humain. Et Aurélie, qui est la voix de Transfert, est à la base aussi la OG de la post-prod. C'est elle qui a formé tous ceux qui sont venus plus tard. Donc, mais c'est elle qui a donné les codes du montage Transfert avec notre formule. Et on se dit, OK, c'est Aurélie qui va monter, ça ira vite, elle sait de quoi on parle. Aurélie est journaliste aussi, donc là, à ce stade, on est 4 dans la boucle, et les 4, on a une formation de journaliste depuis des dizaines d'années. On arrive, je me rappelle, c'était un jour où il neigeait. Il neigeait à Paris et ça m'avait vachement. Je me suis dit, putain, c'est fou, quoi. Donc, on est début janvier, on arrive en interview, tous les 4. Est-ce que Benjamin était là? Je ne sais pas. Et Christophe et moi, on mène l'interview, mais on mène l'interview pas du tout de la même manière. On s'est mis d'accord.
Christophe fait le lead. Et moi, j'ai une qualité, moi que j'estime être une qualité, c'est que je mets tout le monde au même niveau. J'ai un problème de compréhension de la bienséance en France. Donc la manière dont je te parle aujourd'hui, c'est la manière dont je parle à ma mère, dont je parle à mon boss, dont je parle à François Hollande. Et chez nous, sur transfert, tout le truc, c'est que tout le monde est au même niveau. C'est que tu sois François Hollande ou, je sais pas, Michel qui vit en région ou un grand danseur étoile. Il n'y a pas de bonjour, je suis le monsieur le président. En fait, sinon, mon histoire, elle n'a pas d'intérêt. Alors attention, François Hollande, il a une voix qui est reconnaissable. Et donc, Christophe dit, est-ce qu'on vous appelle monsieur le président? Et j'interviens, je lui dis, je préférerais que vous commenciez par, bonjour, je m'appelle François. Je vois que tout le monde dans la pièce me regarde. Mais en fait, sinon, moi, mon épisode, il a pas d'intérêt. Parce que c'est la vie aussi extraordinaire. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que là, la personne ordinaire, elle me raconte sa journée ordinaire. Je lui ai même demandé, je ne sais plus si c'est en montage final, genre ce qu'il avait mangé au petit-déj, tu vois. Ah ouais, OK, Je, OK. ouais. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a 40 minutes. Ah ça, c'est hyper Donc, short, hein. c'est short parce que ça veut dire qu'on n'a pas de place, on peut pas se tromper. Et moi, je sais ce que je veux. Je veux, évidemment, il y a toute cette journée incroyable, enfin, dans le sens incroyable pour la France, mais moi, je veux savoir ce que le matin, un président fait de sa matinée, en fait. En fait, tu fais quoi quand t'apprends ça? Donc, on double lit de cette conversation, un peu, tout est hyper sympa. Alors, faut quand même dire que son équipe est sympa. Il y a son chien à ses pieds et je sens qu'on l'entend au micro. On l'entend, et on peut pas dire à France, ça pour le coup, on peut pas dire sortez le chien et on peut pas dire on va la refaire parce qu'on entend le chien ronfler, quoi. Un chien très mignon en demeurant. Je vois Aurélie qui fait le son, qui transpire. Moi, je me dis, ok, on a 40 minutes. Allez, on compte. On se dit qu'on va en couper 5, mais on peut pas, enfin, à un moment, les ronflements, si c'est derrière, tu fais du son, tu sais ce que c'est, quoi. Tu peux rien faire. Non, 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 tu coincé. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis finalement, c'était pas si dur que ça parce que moi en fait j'avais envie de l'avoir l'humain. Et c'est peut-être que c'est ça la réponse à toutes les questions qu'on me pose sur transfert. Moi je veux de l'humain. Ok, t'es François Hollande, ok, t'es Lady Gaga, mais en fait tu manges quoi au petit-déj? Moi en plus j'adore savoir ce que mangent les gens. C'est ma passion personnelle. On est quand même tu sais, à l'ancienne, les vieux, les vieux t'auraient dit, oui, on fait tous pipi, on fait tous caca. Moi, c'est pas ça, c'est qu'en fait, t'as une journée, et même si t'es François Hollande, c'est que moi, ça, je veux trop savoir. Parce que tout le reste, en fait, c'est dans l'espace public. Ouais, bien sûr. Tu veux savoir ce que Euh, les gens ne savent pas, quoi, ouais, voilà. ce qui est un peu caché, ouais et je vais te poser une question qui va être assez difficile, mais qu'on doit aussi souvent te poser. Si tu devais, ne garder qu'une seule histoire qui t'a particulièrement marqué. On me la pose jamais, putain, heureusement, OK. sinon j'endormirais pas. Euh, Ouais, une histoire, celle que tu as préférée, celle qui t'a le plus marqué, voilà. j'ai une histoire qui m'a marquée, mais c'est une histoire que j'ai pas produite. Donc, évidemment, j'étais auditrice avant. J'ai beaucoup, beaucoup pensé à cette histoire. Je la réécoute souvent parce que c'est impossible de choisir dans ce que j'ai produit parce que chaque épisode m'a marqué vraiment. En plus, moi, j'ai une mémoire qui est un peu folle. C'est que je peux te dire, tu vas me dire, ouais, c'est l'histoire d'une meuf, machin. Je vais te dire quand il est sorti, le numéro de l'épisode, son prénom, le nom de sa mère et tout. Par contre, en tant qu'auditrice, évidemment, je vais pas me souvenir du nom. Si, mais d'ailleurs, on le rediffuse dans pas longtemps puisque on fait des rediffs ces temps-ci pour les 10 ans et on l'a mis en avant. C'est êtes-vous vraiment la personne que vous pensez être, qui est, je crois, c'est un épisode début saison 2 et qui raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Claire, qui est une jeune fille, une Française, qui part faire la fin de son lycée en Alabama ou en Georgia, je sais plus. En tout cas, dans un ancien état ségrégationniste du sud des États-Unis. Et elle s'aperçoit qu'il y a toujours un peu de la ségrégation, quoi. On est en 2013, si je dis pas de bêtises. Et en fait, bon, elle est blanche et c'est un peu chelou, quoi, qu'elle traîne avec des noirs. Et elle se demande quand même. Et en fait, un peu malgré elle, elle rentre dans ce truc. Je reste avec des blancs jusqu'au moment où je vais pas tout à fait spoiler la fin, mais si vous l'avez pas écouté, je suis désolée quand même. C'est comme Harry Potter en fait, ça a 15 ans. Finalement, il y a le bal de promo et elle se rend bien compte que ça va être chaud d'y aller enfin, qu'il y a pas de couple mix en fait qui sont au bal de promo. Donc, et ça se passe en 2013. C'est une histoire qui m'a tant hantée quand je l'ai écoutée en 2017, donc que j'avais contacté Alexandre Moniol, hein, qui avait fait cet épisode. Je vivais pas à Paris et je voulais absolument rencontrer cette meuf et en faire un livre. Je suis romancière par ailleurs et j'avais un peu creusé. En fait, j'avais aussi retrouvé les filles, en tout cas les femmes, des filles qui sont devenues des femmes maintenant, noires du lycée, qui avaient l'année d'avant en fait aboli la ségrégation du prom. C'est-à-dire que ça faisait que 1 an
qu'il y avait un bal de promo mix, et je leur ai parlé assez longtemps à l'époque sur Facebook, je crois. Et j'avais lu toute la presse, ça m'avait vachement, Ça t'a marqué? ouais, ouais, ça m'avait vachement marqué. Ça avait pas dépassé la presse régionale, tu sais, je sais plus dans quel état c'était. Je crois que c'était en Georgie. Mais je m'étais tapé un peu ouais, tous les papiers et tout parce que je trouvais ça fou que 3 ans avant ou 4 ans avant, il y a encore une ségrégation dans les balles de promo, quoi. Mais des épisodes, il y en a plein. Là, celui-là, il m'avait marqué parce que j'avais aussi envie d'avoir un projet littéraire autour de ça. Mais il y a des épisodes qui m'ont fait sangloter. Je sais pas, je pourrais pas évidemment évidemment que j'étais pas préparée à cette question, donc je l'ai pas sous les yeux. Mes petites notes, mes petits tableaux, mais il y a des histoires extraordinaires et vraiment au sens qui sortent de l'ordinaire. J'adore l'histoire de Francine qu'on a diffusée. D'ailleurs, sa petite fille m'a donné des nouvelles il y a pas très longtemps, qu'on a diffusée pendant l'entre-deux tours des législatives. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Qui nous racontait comment elle avait été emprisonnée par la Gestapo à 15 ans parce qu'elle était résistante. Ça, c'est une fois dans ta vie. En tant que journaliste, c'est une fois dans ta vie. Ouais. Tu vois. Je me sens tellement chanceuse de faire ce boulot et d'être au contact des gens parce que c'est les gens qui m'intéressent, en fait. Et je suis une pote insupportable. Tu penses bien que je pose 10 000 questions que tu peux pas raconter ton histoire quand tu es avec moi. Mais ouais, tu m'étonnes. Tu as déjà fait passer des amis ou des proches dans des interviews? Non. Non. Alors, non, non, je suis très stricte là-dessus. Donc, à part le moment du confinement, où c'est Benjamin Septemours donc, qui témoigne du premier confinement, et Robin, avec qui on travaille, qui est lui reporter photo-vidéo chez nous. Et une fois, on a fait un pilote avec Benjamin pour à l'époque, on appelait le transfert court, donc les formats une semaine sur deux qui sont un peu plus courts que les épisodes longs. Et on a fait avec Benjamin un pilote. On a fait un pilote entre nous, one shot, on n'avait pas encore de studio, on avait monté une espèce de fausse cabine dans l'open space, et j'ai raconté un truc, moi je me tape, je crois que je raconte bien les histoires quand même. Je l'avais fait en one shot, 12 minutes, PAD, on l'a mis en ligne. Après, moi je veux pas interviewer mes potes, je veux pas interviewer des gens que je connais, parce que le journalisme, c'est aussi de l'objectivité. Et donc voilà, c'est que, alors moi je fais pas énormément d'interviews, mine de rien, j'ai une équipe de journalistes. Je me garde une ou deux histoires par an, même si là ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je veux de l'objectivité. Et donc même quand une journaliste ou un journaliste me propose l'histoire d'un ou d'une de ses potes, je grince un peu des dents, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, je comprends, je Donc comprends. euh, donc voilà. Mais non non, je préfère en fait je veux pas qu'il y ait cet affect-là parce qu'il faut faire son métier quand même. Et notre métier c'est d'interviewer. Assez rapidement, est-ce que tu peux me raconter, comment se passe, justement toute la pré-interview, puis ensuite, l'interview qui se passe, une fois que l'histoire elle est choisie? Ouais, alors nous, on reçoit des propositions d'histoire. Si c'est pas proposé par un journaliste, on le dispatche auprès de notre équipe de journalistes. J'essaye de dispatcher avec les appétences des unes et des autres. Et si c'est un journaliste, bah il y a pas de problème, elle gère son histoire. On demande nous ce qu'on appelle un script qui ressemblerait un peu à un séquencier ouais de ciné, donc avec des séquences, donc un début, un milieu, une fin. Et ça, c'est fait grâce aux pré-interviews qui sont assez longues chez nous, hein. Les pré-interviews, ça peut aller de 1 heure et demie à 4 heures. J'aime bien tout savoir pour pouvoir me dire ça, on garde ça, on garde ça, on garde. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans tout ça, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle Transfert, ça marche bien, c'est que moi, je suis des espèces d'arches narratives, hein, comme on peut apprendre pareil au ciné, c'est que on apporte des éléments dans l'histoire qui font avancer l'histoire. On va pas parler d'une histoire, je sais pas, si on parle d'une histoire d'amour et que tu vas me parler de ta sœur, tu me parles de ta sœur, mais il faut qu'elle serve à l'histoire. Dit comme ça, c'est un peu sec. C'est juste que voilà, on amène des éléments. Ou bien si tu me parles de ta sœur maintenant et que tu me reparles dans 4 séquences, ok, très bien. Mais du coup, on installe bien ta sœur comme un perso, enfin, comme des Ouais. persos, quoi. Mmh. Donc tout ce travail-là, il se fait avec la personne au téléphone, hein. Nous, à chaque fois qu'on dit script, les gens, ils sont un petit peu, mais en fait, on fait pas dire aux gens ce qu'ils veulent pas dire. On se base sur leurs propos. C'est juste que moi, j'aime bien avoir ça sous les yeux. J'aime bien, et puis je relis. Donc on fait des allers-retours comme ça de lecture. Il manque ça j'ai pas compris, pourquoi, bon voilà. Et puis moi, en fait, entre le moment où j'ai dit oui, va tourner l'histoire, et le moment où je reçois le script, j'ai lu 44 histoires, donc presque je me rappelle de rien, tu vois. Donc ce travail peut être assez long. Et c'est pas grave. Et puis une fois qu'on a une version finale, bah on part en tournage. Enfin, plutôt les gens viennent tourner. Et donc il y a la vraie interview en studio qui dure le temps qu'elle dure, hein. Les journalistes avec lesquels je travaille font ce travail de script et aussi me rendent ce qu'on appelle un bout à bout, hein, dans l'audio. Donc c'est moi ce que je demande, c'est un bout à bout éditorial, c'est-à-dire qu'il faut que les choses aient un sens narratif.
Maintenant, si on peut me rendre un truc pas trop dégueulasse, où les mots sont pas coupés au milieu, enfin, ça me dérange pas, quoi. Donc je pense, je sais pas, personne m'en a jamais, j'ai jamais eu de retour, mais je pense être assez exigeante là-dessus. Mais une fois encore, faut bien comprendre que nous, on produit 12 à 15 épisodes en parallèle. Donc, Ouais, donc tu peux pas te permettre de donc demander, 50 000 allers-retours à chaque personne, quoi. on peut le faire, on peut aussi le faire en interne, mais c'est juste respecter un peu le travail, quoi. C'est-à-dire que moi, j'écoute et je dis souvent, rendez-moi un truc que vous aimeriez écouter. Enfin, si on entend ta voix, c'est qu'il y a un problème de compréhension des consignes, quoi. Tout ça, pareil, c'est assez loin. Je te le fais rapidos, mais tout ça, ça prend des semaines. Et puis après, pendant que ce travail-là de montage est fait, moi, j'ai eu le temps de contacter des compositeurs. Je leur envoie les textes. Dès que je reçois les textes, je leur envoie l'audio pour qu'ils puissent composer en fonction. Ça, c'est une partie dont je pourrais pas trop te parler parce que c'est Benjamin qui s'en occupe plus. Et puis après, on reçoit tout ça. J'écoute. Je fais des corrections. J'envoie à Mona qui est à la post-prod. Elle me fait une V2. J'écoute. Je fais des retours. J'envoie à Mona. Et ceci peut durer toute la vie. Jusqu'au moment où on a un truc qui se tient. Mona aussi est journaliste de formation. Donc ça, c'est quand même une grande aide. Et après, ça part à Benjamin, qui s'occupe de monter la musique, de faire la dernière écoute, voir s'il n'y a pas un truc que j'ai laissé passer. Voilà. Il y a si on a passé, Mona et moi, des heures et des jours sur un audio, j'entends plus rien. De toute façon, s'il y a un truc qui va pas, je l'entends plus. Et puis après, l'épisode est publié. Dans une temporalité un peu floue, mais en tout cas, il est diffusé. Moi, j'essaye, je te dis, de prendre vachement d'avance. Donc, Ouais. parce que j'aime bien les vacances par ailleurs. Ouais, parce en t'écoutant, je me disais: «Mais en fait, c'est un boulot énorme, quoi», C'est un... Ouais, de ouais. faire toute la sélection, plus de tout valider et cetera, c'est énorme comme poste, hein. Ouais, ouais, là, par exemple, j'avais un peu de retard parce on était sur un autre projet et bah, pour rattraper, bah, j'avais 5 fois 40 minutes ou 5 fois 50 minutes et puis moi, j'écoute une première fois du début à la fin et après pour faire mes retours, c'est à peu près 1 heure par 10 minutes. Pareil pour Mona, elle met 1 heure par 10 minutes de clean ou de mix ou donc oui, ça fait des grosses journées. Mais une fois encore, moi, je m'en plains pas. Ouais, Enfin là, c'est ces un temps-ci, je m'en plains pas, je suis bien reposée. bon, merci beaucoup en tout cas, Sarah, pour tous ces partages et puis donc, je rappelle qu'on peut écouter Transfert, eh bien, partout et que j'ai hâte d'écouter, les prochains épisodes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire.